tout le monde. Alors je vais peut-être souvent répéter, Céline l'a dit, Roch l'a dit, puis je m'en excuse d'avance. Je vais commencer ma présentation. On m'a dit qu'il fallait appuyer, ça marche pas. Ah, c'est la flèche. Donc je vais commencer ma présentation en faisant un rapide détour sur des clés de compréhension de l'itinérance pour présenter en fait 3 exemples d'interventions qui s'inscrivent dans des approches préventives et qui sont reliées plutôt à des organismes communautaires. Donc on va parler de post-hébergement, on va parler d'interventions alternatives par les pairs et on va parler d'actions collectives dans les organismes communautaires. Donc je m'appuie sur mes différents travaux aujourd'hui pour présenter tout ça. Donc j'ai pas le support. Bon. Donc dans un premier temps, pour comprendre l'itinérance jeunesse, je pensais que c'était important de revenir sur l'idée que c'est un portrait qui est en constante évolution. Alors on l'a dit à plusieurs reprises et qui a quelques particularités à noter aujourd'hui. Donc notamment en termes de diversification des réalités et des visages. On parle de populations immigrantes, de LGBTQ, de populations autochtones, de jeunes qui sont sortis de centres jeunesse. On parle aussi de jeunes qui sont très jeunes et de jeunes qui sont moins jeunes, donc avec un spectre très large finalement des âges, bon, etc. etc. On note aussi l'enjeu de l'invisibilité de l'itinérance, de plus en plus, surtout pour ce qui concerne les femmes. Là, on l'a déjà dit, donc avec une itinérance qui est cachée, qui peut être dissimulée dans un mode de vie plus marginalisé. À Montréal, on va parler d'un phénomène de plus en plus étendu, en dehors du centre-ville, moins regroupé éventuellement dans des lieux historiquement identifiés aux jeunes de la rue. On parle aussi d'une augmentation des problèmes de santé mentale et d'une forte médicalisation des différentes formes de souffrance. Puis là, il y a un chiffre qui est assez inquiétant des auberges du cœur qui note qu'il y a une augmentation de 176% de la médicalisation au sein des jeunes, enfin, pour les jeunes accueillis dans les auberges du cœur. Et enfin, une particularité qui n'est pas nouvelle, les animaux de compagnie qui accompagnent les jeunes ou les moins jeunes et qui sont refusés dans un certain nombre de ressources et qui vont contribuer donc à la dispersion de la population. Donc il y a plusieurs questions qui finalement se posent à travers ce portrait très rapide, savoir comment rejoindre les jeunes et comment répondre notamment à ces nouvelles réalités. Donc, la question que je me suis posée pour penser l'itinérance, c'est de on va penser à des risques et de quels risques parle-t-on en ce qui concerne les jeunes, quels risques prévenir. Et donc, à l'issue de mes différentes recherches, des échanges avec les jeunes, avec les intervenants, l'idée de comprendre l'itinérance selon un processus pour déceler certains phénomènes qui vont appeler à la vigilance, Roch en a parlé, est important plutôt donc de savoir comment individuellement une personne est promise à l'itinérance. Donc on a 2 types de risques qui vont se poser chez les jeunes. On a des risques d'itinérance dans les situations qu'on observe et des risques de l'itinérance, donc des jeunes qui sont déjà en situation d'itinérance. Donc il y a des trajectoires typiques qu'on va retrouver, des trajectoires chaotiques de précarité. Là encore, on l'a évoqué à plusieurs reprises, avec des jeunes qui sont ni dedans ni dehors, qui vivent des possibilités précaires d'insertion, des risques importants d'exclusion et qui vont vivre parfois des épisodes d'itinérance de courte durée, souvent du coup moins visibles. Et on a des jeunes qui sont inscrits dans une forme de cercle vicieux d'aller-retour dans des situations d'itinérance et dont la trajectoire va être marquée par des ruptures répétées, persistantes, avec une forte désaffiliation institutionnelle, parfois un épuisement des solutions, une absence de solutions pour eux, avec des épisodes d'itinérance plus ou moins longs et des problèmes importants de santé mentale et finalement des risques de chronicité de certains problèmes qui vont être reliés à ces situations-là. Donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a toutes sortes de facteurs individuels de vulnérabilité et plus structurels de production de l'itinérance dont Roch a déjà parlé, avec des situations inquiétantes de trous de service, d'absence de logement, de désinstitutionnalisation, j'en ai brièvement parlé, et qui se traduisent finalement concrètement par différents types de situations de marginalité.
l'insécurité résidentielle, la difficulté d'accès aux droits, aux dispositifs d'aide, les revenus insuffisants, l'endettement qui est extrêmement important chez les jeunes, des stratégies de survie, des comportements à risque. Puis Céline l'a évoqué au début de sa présentation, on est aussi face à des trajectoires de jeunes qui vivent des processus de construction identitaire entourés de conflits, de ruptures avec soi, avec les autres, avec les adultes, les institutions, des processus marqués par des seuils, des difficultés de passage d'un statut à un autre, et donc des difficultés de projection finalement dans l'avenir qui sont renforcées par des expériences de vie plus difficiles. Donc je vais très rapidement, mais tout ça nous pose des enjeux pour la prévention. Comment agir autant sur des causes structurelles que plus personnelles. Comment accompagner finalement des trajectoires fondamentalement irrégulières. Et la question centrale, c'est finalement de savoir comment répondre aux besoins des jeunes. Et du coup, de quoi on parle en matière de besoins des jeunes, très brièvement encore une fois. Donc je l'ai évoqué, on est face à des trajectoires de rupture répétées. Donc il y a un besoin en termes d'accompagnement de la construction identitaire et de développement d'un réseau de soutien stable, ou ce qui va concerner également la dimension relationnelle dont Céline a parlé. On peut observer aussi une forme de chronicité de certaines difficultés. Donc là, on va entrevoir en termes de besoins des réponses structurelles à la situation de l'itinérance ou des réponses plus individuelles en termes d'accompagnement. Un autre élément important, c'est l'épuisement des solutions de l'aide. Et là revient souvent le besoin en termes de continuum de services des jeunes, de transition entre les programmes, entre les projets, entre les institutions, justement pour éviter les trous de service ou la désaffiliation institutionnelle. Et les besoins se posent aussi en termes de confiance dans les adultes, dans les institutions. Donc la question de l'affiliation des jeunes. Et c'est pour ça que je vais essayer de vous présenter 3 exemples de prévention de l'itinérance. Le premier, pour savoir donc en quoi ces interventions participent à la prévention de l'itinérance. Donc le post-hébergement qui propose finalement des pratiques d'affiliation continue aux jeunes. Et là, je m'appuie sur notamment le travail des auberges du cœur qui va développer toutes sortes d'approches d'intervention pour aider les anciens hébergés, les ex-résidents qui sont en logement. Donc, qui s'appuie sur une démarche volontaire des jeunes et qui va s'inscrire dans la continuité de ce qui est offert aux jeunes en hébergement pour compléter, pour poursuivre des apprentissages en termes de gestion du budget, en termes de démarche d'intégration dans un quartier, dans une communauté. Donc on a une intervention individuelle ou collective avec des lieux d'intervention hétéroclites. On intervient au domicile, au lieu de vie des jeunes, à l'hébergement, dans l'espace public, dans des espaces aussi plus virtuels qu'on commence de plus en plus à occuper dans l'intervention. Donc c'est une approche préventive parce que c'est une porte d'entrée dans un processus d'affiliation. En termes de transition, après les séjours, après un programme, après une première intervention, dans le passage à la vie adulte, dans le travail avec la famille pour des plus jeunes, en termes de progression aussi, offrir des expériences positives aux jeunes, travailler autour de la question de l'autonomie, autour des projets de vie. En termes finalement d'affiliation, avec le lien avec l'intervenant, avec un lieu de vie que représente l'auberge du cœur, avec des pairs. C'est une manière d'accompagner finalement des parcours irréguliers parce qu'on cherche à inscrire l'intervention dans la continuité, dans la constance, dans l'adaptation de ce qu'on va proposer en termes de forme et de lieu d'intervention. Et en même temps, si on pallie ici des manques de certains trous de service, on ne peut pas tout régler, notamment sans partenariat avec d'autres formes d'intervention, notamment dans le réseau plus public. Très bien. Je vais vous parler également de l'intervention par les pairs. Donc, on vous a décrit le groupe d'intervention alternative par les pairs qui travaille autour de la prévention du VIH, du VHC, des ITSS. Donc, être père aidant, c'est d'avoir connu la rue, avoir pris du recul par rapport à ce mode de vie, de consommation pour déployer finalement des outils originaux
de prévention, développer des actions autour de la santé globale. Céline a évoqué l'importance de cette question, plutôt que de traiter des comportements à risque. On est dans le souci de soi, de son corps, et non dans l'idée du contrôle. C'est développer une intervention qui se base sur une influence positive en termes de modèles, de comportement, d'attitude. C'est une intervention dans le milieu, dans des organismes communautaires fréquentés par les jeunes, mais aussi finalement depuis le début dans les écoles, autour d'événements spéciaux, autour du festival d'expression de la rue notamment. On pourra éventuellement en reparler. Donc c'est une approche alternative qui consiste à rejoindre des jeunes là où une intervention plus traditionnelle peine à les rejoindre. C'est une approche alternative qui repose sur la proximité, sur la crédibilité de jeunes qui ont vécu parfois les mêmes expériences, et donc qui partagent un univers commun, des expériences personnelles plus intimes. Au-delà d'une approche alternative, c'est aussi un outil, finalement, ce groupe d'intervention alternative par les pairs, pour préparer la sortie de rue, parce que ça donne un rôle d'intervention à d'anciens jeunes de la rue, en l'occurrence, qui sont soutenus par des formations, jumelés à un intervenant dans un organisme communautaire. Et donc on offre ici une expérience de travail positive. On reconnaît les expériences plus marginalisées et le rôle du père qui se construit donc dans cette intervention. Donc on permet à des jeunes de cheminer, de se construire à l'intérieur et au-delà du groupe d'intervention par les pairs, et donc finalement d'assumer ce parcours et de pouvoir, comme il le répète souvent, passer à autre chose. Et on observe que beaucoup de jeunes vont, après l'expérience au sein du GIAP, devenir intervenants, développer un projet de retour aux études, des projets plus artistiques, etc. Je vais également vous parler des actions collectives dans les organismes communautaires qui représentent une forme d'approche préventive qui vont miser donc justement sur des citoyens en devenir. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais dans les organismes communautaires, on retrouve des pratiques internes de préparation à la citoyenneté. On mobilise les jeunes autour des assemblées générales, autour de comités, autour d'ateliers, etc. Et on a aussi des pratiques plus visibles dans l'espace public de mobilisation des jeunes. Et je vais vous parler du Rassemblement Jeunesse Citoyenne, qui est un mouvement d'action sociale qui a existé au sein des Auberges du Cœur, surtout entre 2010 et 2014, et qui est parti donc d'une réflexion collective des difficultés vécues par les jeunes en termes d'accès à l'aide sociale. Et donc qui mettait en avant 3 grandes revendications pour améliorer l'accès à l'aide sociale, l'accès aux programmes de formation et de retour aux études qui correspondent à ce que veulent réellement faire les jeunes, et le respect et la compréhension des jeunes quand ils sont accueillis dans les centres locaux d'emploi. Et donc c'est une action directe non violente qui est passée par des manifestations, des rencontres, des prises de parole publiques, des blogs, et qui a débouché sur un documentaire, un film. On est revenu sur les difficultés des jeunes, on a documenté les besoins des jeunes et mis en avant l'action collective donc, du Rage citoyenne. Donc en quoi c'est une action, en quoi c'est une approche préventive? C'est pour les jeunes un moyen de travailler autour de son identité, de développer son autonomie, sa confiance en soi, de briser l'isolement, de développer un sentiment d'utilité, de pouvoir sur son environnement, de voir des résultats concrets sur ses actions. C'est aussi bénéfique en termes de relations, d'entraide, d'agir pour les autres, avec les autres. En termes de compétences, apprendre à prendre la parole, apprendre à se mobiliser, à faire ensemble, s'organiser, se soutenir, etc. Et finalement, on observe des effets positifs sur les trajectoires des jeunes qui se mettent en action, qui vont développer d'autres projets, qui vont dépasser la simple action collective. Très bien. Et c'est aussi ces actions collectives dans les organismes communautaires, ça a aussi un effet bénéfique pour l'intervention. C'est pouvoir développer une réflexion plus globale sur l'intervention, plus critique sur les problèmes sociaux vécus par les jeunes. Ça questionne l'intervention, l'approche préventive qu'on peut proposer justement aux jeunes. C'est se projeter dans une perspective de changement social finalement, trouver une solution concrète aux problèmes sociaux à plus grande échelle en termes de réflexion pour lutter contre la pauvreté et tout ce qui
justement fait en sorte que ces jeunes vivent des trajectoires irrégulières, comme je le présentais au début. Et c'est finalement représenter les jeunes par les jeunes qui prennent eux-mêmes la parole, sortir de cette logique de représentation propre aux auberges du cœur, aux organismes communautaires, excusez-moi. Et finalement, ce qu'on observe aussi, c'est que ça permet à l'intervenant de sortir d'un rôle d'expert et donc de co-construire l'intervenant, de changer le rapport de pouvoir dans l'intervention. Évidemment, il y a plusieurs limites à ces approches-là. On manque de temps, on manque de financement. Et on retrouve sans cesse, finalement partout, la primauté de l'intervention individuelle, donc qui vont gréver parfois ces différentes approches. Ces approches préventives, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui? C'est parce qu'il y a des principes d'intervention, 3 minutes, ok? C'est parce qu'il y a des principes d'intervention qui m'apparaissent intéressants en termes de temporalité de l'intervention. Donc la durée, l'idée de la durée, de la continuité, accompagner des trajectoires irrégulières, accompagner des jeunes dans des projets d'avenir. Donc ça s'inscrit forcément sur le long cours. C'est aussi travailler et pouvoir ajuster sans cesse son intervention avec des besoins qui vont évoluer. Les besoins ne sont jamais figés et évoluent au fur et à mesure des trajectoires. C'est aussi intéressant en termes de posture de l'intervenant, je viens de le dire, la co-construction qui est fondée sur le lien, la relation privilégiée avec les intervenants, avec un lieu. J'ai souvent entendu les jeunes me répéter ce plaisir à revenir à l'hébergement pour sentir cette sauce à spaghetti délicieuse qu'on va retrouver notamment dans les auberges du cœur. Donc il y a des images comme ça qui reviennent souvent dans les discours des jeunes. Et c'est finalement aussi une question de regard sur les jeunes et sur les risques pour reconnaître des expériences de vie marginalisées, pour ne pas considérer les jeunes ni comme victimes, ni comme coupables ou responsables de ces trajectoires-là. Et finalement, ça permet de composer avec un mode de vie qui a autant d'effets parfois négatifs sur les trajectoires que positifs, qui permet aussi parfois de se construire à partir d'expériences plus marginalisées. Et finalement, on pourrait ajouter que ce sont des expériences intéressantes en termes de diversité des formes d'intervention. Et c'est souvent aussi ce qui revient pour proposer une véritable approche préventive aux jeunes. Et là, je ne sais pas combien de temps il me reste, 2 minutes. On va y arriver. Donc pour conclure, 2 minutes et demie. C'est comme ça qu'on négocie. Donc, en conclusion, se pose, donc on l'a souligné plusieurs fois, comment agir en même temps sur des déterminants plus sociaux, des déterminants plus individuels, pour penser donc une approche de prévention. Donc je récapitule un petit peu ce que je viens de présenter. C'est d'abord agir finalement sur la souffrance sociale. Donc déjà, le concept de souffrance sociale intègre à la fois le contexte social de l'exclusion incorporé à la souffrance plus individuelle vécue donc, par ces jeunes. Et donc, c'est avoir cette réflexion plus globale pour développer des possibilités d'affiliation, développer une multiplicité de lieux d'accueil, de contextes, de socialisation pour déployer des approches qui vont prendre en compte à la fois donc, ces besoins individuels et plus sociaux des jeunes. Et donc on peut parler d'approche prévenante. On entend plutôt ce terme en prévention précoce, mais je crois qu'elle est intéressante pour la critique de la normalisation de la prévention qu'elle apporte. Et dire que la prévention, elle ne peut pas se limiter à la gestion de situations d'urgence ou de comportements à risque, mais c'est une intervention qui doit s'inscrire dans un parcours de vie différencier, une intervention plus humanisante, donc moins normalisée, sectorisée, moins en silo, comme l'a évoqué Roy. Ouais. Donc autour de cette notion d'accompagnement qui va miser donc, sur le potentiel des jeunes. Mais c'est aussi finalement une vision globale et intégrée de l'action publique plus large.
pour privilégier la prise en compte donc, de toutes les dimensions, déployer des politiques publiques qui vont agir sur toutes les causes et les causes sociales et individuelles de l'itinérance. Donc on va entendre souvent l'idée de la collaboration qui est très vieille au Québec dans ce rapport entre les milieux communautaires et plus institutionnels, mais elle est fondamentalement importante et Roch le soulignait aussi en termes d'interdisciplinarité. Donc c'est reconnaître réellement reconnaître réellement le rôle du communautaire, pas seulement financièrement, mais dans une perspective de partenariat. Puis ça peut être aussi l'idée de mobiliser les connaissances un petit peu à la manière de ce qu'on pourrait proposer aujourd'hui, mais aussi en termes d'accessibilité de la recherche. Et ça, c'est des questions qu'on aurait, nous, chercheurs, à se poser, donc en termes de pont entre la recherche, la population générale, mais aussi les décideurs, les intervenants, etc. Je vais aller très vite pour finir, agir sur la désaffiliation institutionnelle en deuxième point, pour pallier les manques. On entend souvent l'idée des trous de service, l'enjeu du continuum des services, et l'idée qu'en fait, s'extraire de la rue, c'est pas s'éloigner de la précarité non plus. Sortir de la rue, nous dit Pascal Pichon, qui est un chercheur français, ne signifie pas s'en sortir. Donc renforcer le filet de sécurité, comprendre les ruptures entre les dispositifs, Roch l'évoquait déjà, pourquoi, savoir où adresser les jeunes, savoir qui fait quoi. Je suis toujours surprise de savoir qu'on connaît mal le communautaire et pourtant on l'entend tout le temps. Et parfois même le communautaire en soi, j'arrête, se connaît pas toujours très bien. Donc j'arrête là. Merci. Je vais être relativement bref parce que c'était assez précis. Puis je partage quand même une opinion assez similaire sur la présentation ici. Donc, je vais faire un peu du pouce sur le post-hébergement au niveau des auberges du cœur. C'est un modèle qui est super communautaire, on s'entend, qui fait ses preuves dans le communautaire puis qui s'en va dans plusieurs milieux. On ne parle plus juste en hébergement. On peut parler du centre de jour chez Pops qui ont un suivi pour les 26 ans et plus, qui ont atteint l'âge limite de la ressource. Malheureusement, c'est quelque chose qu'on revoit excessivement rarement dans le milieu institutionnel. Donc, c'est sûr que ça serait quelque chose à développer. Ça pourrait être aussi quelque chose qui sera développé en collaboration entre le milieu communautaire et l'institutionnel. Parce que la légende dit que le communautaire a été créé pour pallier aux problèmes de l'institutionnel. Moi, je ne crois pas ça. Je pense que c'est des expertises différentes, qu'on a chacun des champs d'expertise qu'on peut mettre en commun. Donc, potentiellement, qu'il y a des suivis qui pourraient être faits, par exemple, avec les centres de jeunesse, liés directement avec des organismes communautaires qui, eux, seraient préparés à recevoir des jeunes ou à faire un suivi du moment qu'ils sont encore en centre de jeunesse, un suivi préventif. Ensuite, sur l'approche des pairs, je trouve ça important de dire que la paire aidance, c'est accessible à tous, qu'il y a plusieurs niveaux par aidance qui existent. Donc, au GIAP, ça fait 20 ans qu'on existe. On a eu une progression. Aujourd'hui, on a les mêmes formations que tous les intervenants qui sont dans la salle ici. On travaille 35-40 heures semaine et tout. Mais au départ, le GIAP, ça vient d'une épidémie de VIH, VHC des années 90, où les autorités n'arrivaient pas à rejoindre les jeunes, faire de la prévention. Ils ont pris des jeunes directement à la rue, qui n'avaient aucune formation, qui étaient encore en situation d'itinérance. Puis, en termes bénévoles ou rémunérés symboliques, ils ont réussi à les former puis à aller chercher des gens dans la rue. Ça s'applique à tous les milieux, à tout le monde. Et facilement, n'importe quel organisme pourrait décider, un peu comme des maisons de thérapie qu'on a vues, on peut penser au toxicogite ou à Portage, qui, eux, sont allés chercher des usagers, dans le fond, de la thérapie, qui leur ont offert une espèce de programme d'insertion où ils ont fini par devenir intervenants des maisons de thérapie en soi. Donc, c'est quelque chose qui peut être par n'importe qui. Je l'encourage fortement. C'est une façon de créer des liens un peu plus faciles entre les professionnels et les jeunes en situation d'itinérance. Merci, M. Palardi-Talbot. Je vais demander à M. Larreau maintenant de réagir avant que s'ouvre la période de questions avec la salle. Je serai bref, moi aussi. Je vais parler juste 3 minutes. Ce que je retiens de nos trois chercheurs, mais également particulièrement d'Elisabeth, c'est le terme l'approche collective. Effectivement, c'est le grand défi. Daniel, tu parlais de différentes expertises, l'expertise du communautaire, l'expertise des pairs aidants, l'expertise légale et juridique qu'on peut avoir, l'expertise des institutions de la santé.
j'ai souvent l'impression qu'on a à peu près tout dans notre boîte à outils. C'est juste que comment on monte les morceaux ensemble, comment on travaille collectivement. Je parlais également avec des représentants de la Ville de Paris récemment qui sont dans un plan ambitieux de lutte à l'itinérance et qui me disaient la même chose. C'est le grand défi, c'est l'approche collective, travailler ensemble. On en parle beaucoup, on fait beaucoup d'organisations, de concertation. Il faut continuer à trouver les solutions. Comment ces différentes expertises-là, qui au niveau de la personne itinérante, elle a autant besoin d'un médecin que d'un avocat, malheureusement, trop souvent, que d'un organisme d'accueil communautaire, que d'un père aidant qui sait l'écouter parce qu'il a vécu la même chose. Comment on réussit à mettre tous ces services-là ensemble au bon moment pour la personne? Comment on assure un continuum de services, effectivement, pour éviter des trous dans l'aide à une personne pour se sortir de la rue? On doit continuer à trouver ces solutions-là parce que ça m'apparaît encore aujourd'hui, que ce soit dans la prévention de l'itinérance jeunesse ou de l'itinérance à l'âge ou que ce soit dans le traitement, c'est constamment ça qui me revient dans toutes les entrevues que je fais, que ce soit du réseau de la santé au communautaire, le continuum de services, comment on va y arriver. Donc, c'est extrêmement important de continuer de travailler dans ce sens-là et d'aller plus loin. Le dernier point aussi, puis on a 3 chercheurs, il faut le dire, effectivement, tu as mentionné, Elisabeth, de mobiliser la connaissance. Il faut continuer à assurer que la recherche se fasse, qu'elle soit vivante aussi, parce que parfois, j'ai l'impression qu'il faut faire de la recherche sur la recherche pour avoir l'information, tellement qu'il y en a beaucoup, qu'elle ne fait pas non plus la une de tous les journaux tout le temps. Donc, c'est extrêmement important de le faire. Puis un dernier point, parce qu'on n'en a pas parlé ici ce soir, mais dans la grande prévention des personnes à risque, les dernières informations, les dernières recherches mentionnent que les personnes en situation d'itinérance de moins de 30 ans, pour à peu près 50 sortent des centres jeunesse. Fait que s'il y a un petit premier minimum de continuum de services à faire, on pourrait-tu le faire des centres jeunesse à la sortie? Parce que c'est trop évident, on le sait, que la sortie des centres jeunesse se vit mal et que les gens se retrouvent à la rue. On pourrait commencer par ça en termes de prévention, de s'assurer du continuum de services pour que les jeunes sortent et de ces institutions-là, mais pas pour la rue. Alors, je vous remercie tout le monde et bravo à nos chercheurs.